attaque au couteau à Paris, drame réel, mais pour quelle raison exactement? Quelle raison? Tout le monde a entendu ce qui s'est passé à Paris, donc on ne va pas y passer des heures. En gros, un gars un peu dérangé, suivi par les autorités et fiché S, armé d'un couteau et suivi par les autorités, notamment la DGSI, c'est important, hein, c'est un acteur important de ce genre de choses. Et fiché S, armé d'un couteau, a tué un touriste allemand et on a blessé 2 autres dans le 15e arrondissement de Paris, aurait crié « Allah Akbar » avant d'être interpellé, parce que c'est comme ça. D'accord? Et ils le disent, et bien sûr, il faut qu'ils mettent le Allah Akbar à côté d'un meurtre pour pouvoir incriminer après des innocents. Enfin, je ne dis pas que ce gars-là avec le couteau est innocent, mais je dis qu'ils essaient de tourner les gens contre les musulmans qui, derrière, ils vont se retrouver en difficulté. Comme d'habitude, il y a un gars, il y a un arbre qui tombe, on va incriminer toute la forêt. Bref. Alors, il y a quand même des questions dérangeantes sur ce sujet-là parce que, voilà. Tout d'abord, c'était parfaitement prévisible. Beaucoup de questions sont soulevées avec cette histoire. Premièrement, ce n'est pas une surprise. Voici un tweet du 16 octobre 2023. Donc, on est un mois et demi avant. Okay? Au dernier live, on a parlé de l'arrivée d'attentats terroristes. C'est en train de prendre de l'ampleur. Après Arras, il y avait ça, donc attentat à Bruxelles. On avait vu ces choses-là. On avait prévu ces choses-là. C'est clair aujourd'hui que l'origine de ces attentats n'a rien à voir avec l'islam et les musulmans. Déjà à ce moment-là, on le clamait haut et fort que l'islam et ces attentats n'ont rien à voir. Ce qui se cache derrière ce genre d'attentats, c'est plutôt des services de renseignement ou des entités obscures qui n'ont rien de religieux. On continue avec justement le rappel du 10 octobre. Donc là, on est dans le live, on écoute ce qu'il disait Nicolas et ce qu'on était en train de discuter à ce moment-là. S'il veut bien, on dirait qu'il ne veut pas. Si, il veut bien. Et là, on se retrouve sur une bombe non seulement diplomatique avec cette histoire d'Israël, mais on se trouve carrément sur une bombe civilisationnelle. C'est-à-dire que regarde la situation de la France. D'un côté, tu as, le gouvernement, traditionnellement, il est beaucoup en support d'Israël. Et il y a une grande communauté juive en France. Et d'un autre côté, il y a une extrêmement grande communauté musulmane également en France. Et là, aujourd'hui, on commence à voir des petites bribes, des tensions qui se créent en Europe, avec des attaques, des épiceries cachères, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, sur cette question de la guerre israélo-palestinienne, il y a vraiment un risque de guerre civile presque en Europe. C'est extrêmement dangereux. Il y a un risque d'embrasement, non seulement sur le territoire sur place, mais effectivement un peu dans tous les pays d'Europe, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là où je vous demandais de faire attention le camp que vous choisissez, parce que quand vous choisissez un camp, vous avez forcément en face de vous des gens qui sont aussi des frères, qu'on le veuille ou non. Donc le mieux, c'est d'être pour la vie et pour la paix. C'est le seul camp gagnant. Donc, voilà. Avec ces tensions en Israël, forcément, ce que ce gars a fait, et d'une certaine façon, a été encouragé parce qu'il parle justement de Palestine dans ses posts ou je ne sais pas quoi. Donc, Nicolas a vu juste dans cette histoire-là. Alors, il y a une attaque au couteau. Mais les médias se focalisent dessus comme si c'était un truc qui n'arrivait jamais. Or, j'ai été faire un tour sur le site du gouvernement. Question Assemblée nationale plutôt. D'accord? J'ai été faire un tour là-dedans et j'ai vu ça. Donc, ça parle d'un drame qui a eu lieu en 2015 ou un truc comme ça, je ne sais pas quand. En 2018, pardon. Ce drame n'est pas unique. Partout en France, on relève ce qui se nomme les attaques en couteau. C'est un phénomène relativement nouveau, mais déjà l'INSEE a comptabilisé pour la période 2015-2017 44 000 agressions à l'arme blanche, soit 120 victimes par jour, dont un pourcentage meurt. Par jour. Par jour. Et là, tu as un gars avec un couteau et tous les médias en parlent et les politiciens s'impliquent et se déplacent, etc., etc. Donc, quand cette jeune fille qui a été assassinée à l'arme blanche a été assassinée, tout le monde s'est foutu. Je n'ai pas vu de politiciens se mobiliser ou quoi que ce soit.
ni pour le meurtre à l'arme blanche qui a eu lieu la veille de cette attaque au couteau à Paris, ni celle du lendemain. Les politiciens et les médias semblent être focalisés sur celui-là spécifiquement. Pourquoi ? Pour créer des tensions entre les gens, diviser pour mieux régner. Certains se sont mis dans la tête de tourner les chrétiens contre les musulmans. Ils ne veulent surtout pas que ces deux s'unissent ensemble parce que s'ils le font, ça va leur poser des problèmes. Et donc, il y a ce genre de choses qui se manifestent. Voilà. Donc, ça, c'est très étrange. Ça montre quelque chose. Il y a tous ces attaques au couteau par jour. Celui-là, et tous ceux des musulmans, hein, parce qu'on a eu aussi à Arras, on a eu aussi d'autres cas, et c'était pareil, la même histoire. Donc, pourquoi choisir l'information de cette façon-là, en fait ? C'est une grande question, et une question très intéressante. Maintenant, on va aller à un autre truc qui est encore plus intéressant, plus particulier, plus étrange. Ah, ça a foiré. Ok. C'est pas grave, je vais le faire autrement. Je vais aller directement sur X. Hop. Et on va le voir différemment. J'avais mis ce tweet de BFM TV, mais il a été retiré. Alors, t'es où ? Là, j'avais mis celui-là. Écoutons ce qu'il a à dire, ce gars-là, et on va voir un sur petit place, peu. pompier de Paris. On va voir un petit peu qui il est, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il fait. Vous étiez sur place hier soir, vous étiez de permanence, hein, je rappelle que vous êtes urgentiste, médecin urgentiste, et vous avez tenté de prodiguer les premiers soins à cette victime allemande. Racontez-nous ce que vous avez vu. On va pas regarder tout, hein. On va regarder surtout la partie à partir de 2 minutes 40, si je dis pas de bêtises. Ouais, je me suis bien rappelé, je crois. Allez. Avec la connexion qui galère un peu parce que c'est en train de tout faire en même temps. Bon. Allez, tu vas y arriver. Je relance. Pardonnez, hein, problème technique justement. Sur place, Allez. Hier soir, vous étiez... Hop là, voilà. Quelqu'un qui s'énerve ou quoi que ce soit. Frapper quelqu'un avec un couteau, c'est très difficile, en fait. Il faut être très déterminé. Et pendant qu'on s'en occupait, donc on a pratiqué tous les gestes qu'on répète régulièrement au niveau du SAMU de Paris, surtout depuis quelques semaines avec l'actualité internationale. Donc on les répète sans arrêt. Donc on a appliqué tout notre protocole, mais en fait... C'est-à-dire, pour ceux qui nous regardent, vous avez... on l'a intubé, on a vérifié qu'il n'y ait pas d'hémothorax, c'est-à-dire de sang dans le thorax qui comprime et tout. Et en fait, quand on l'a retourné, on a vu la lésion qu'il y avait à l'arrière, en postérieur, et qui était... Mais l'assistance publique s'est mobilisée. En gros, ils ont essayé de le sauver un peu au début et très rapidement, ils ont compris que ça n'allait pas le faire, selon ce qu'il dit là, parce que ça ne prend pas 45 minutes d'entuber une personne. Et pourtant, Patrick Pelloux est en contradiction avec lui-même, car d'un côté, il dit qu'ils ont réalisé qu'il n'allait pas survivre sur BFM, et de l'autre, il dit qu'ils ont essayé de le ranimer pendant 45 minutes. On a cet article-là de Europe 1, et il est intervenu aussi pour dire encore une fois à quel point il y avait... Et sur place, très vite, l'urgence... À quel point il y avait du sang partout, etc., etc. Mais... Donc déjà, il y a cette contradiction. Mais ce n'est pas tout. Premièrement, ce médecin utilise un langage qui est clairement là pour toucher les émotions. Du type, il y avait du sang partout, y compris sur la compagne du gars. Le tueur savait ce qu'il faisait. De plus, il apporte des détails inutiles pour le grand public sur les endroits précis des coups de couteau pour stimuler l'imaginaire du public qui regarde afin de les traumatiser encore plus. Tout ceci est là uniquement pour provoquer une réaction émotionnelle. Mais ce n'est pas tout avec ce médecin plus que chelou. Déjà, bon, juste cette photo-là, au niveau je sais que le délit de sale gueule, voilà, mais quand même, quoi.
quand même, niveau délit de sale gueule, je veux dire, ce gars-là, il n'a pas vraiment une tête de médecin. Hein. Il a plus une tête de DGSI. Bref, pardon, ça m'a échappé. Donc, on va regarder quelques extraits de son Wikipédia. Peut-être pas don parce que voilà, mais j'ai fait des captures. Attentat contre Charlie Hebdo. Ça vient de son Wikipédia à lui, d'accord? Donc, mercredi 7 janvier 2015, prévenu très peu de temps après l'attentat, Patrick Pollux se rend immédiatement sur les lieux avec les pompiers et le SAMU et s'efforce de porter secours aux victimes. Il sera le premier à informer François Hollande de la fusillade. Donc, attends une minute. Le mec, on apprend après qu'il était le premier qui arrive dans les lieux, dans les locaux de Charlie Hebdo. Donc on a un attentat terroriste avec les mêmes genres des soi-disant islamistes qui vont aller faire un attentat parce qu'ils sont fâchés avec Charlie Hebdo. Et ils ont crié Allahu Akbar aussi. Et c'est le même gars qui va aller. Mais attendez, c'est pas tout. Il est capable d'appeler le président lui-même. C'est pas n'importe qui, le gars. J'arrive tout de suite, répond le président qui file sur les lieux du crime. En plus. Donc ce gars-là, qui se trouvait être pas loin du crime qu'on a vu à Paris il y a quelques jours, c'est le gars qui connaissait François Hollande personnellement. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Donc, bref. Patrick Pollux a été chroniqueur à Charlie Hebdo jusqu'en 2015 et depuis avril 2018 à Ciné Mensuel. Il est aussi écrivain, ayant déjà publié 10 livres depuis 2004. Les livres, tous ces gens-là, ils écrivent beaucoup de livres qui finissent dans la poubelle et en fait, eux, ils reçoivent des paiements de cette façon-là. Ces livres, c'est du blanchiment d'argent, mais bon, c'est une autre histoire. Autre chose étrange avec ce médecin-là, toujours dans son Wikipédia. Il tenait une chronique à Charlie Hebdo où il contait des anecdotes de son travail et dénonçait les conséquences des décisions politiques prises par les gouvernements successifs sur l'hôpital public. Donc c'est un gars qui est impliqué politiquement. Il intervenait comme chroniqueur dans les émissions Move au midi à Morandini sur Europe 1. Donc c'est un spécialiste de plateau télé. Il prête sa voix à Poulpe l'urgentiste dans la mini-série Sex and the City du désignateur blablabla, ainsi qu'au personnage d'Hercule Zemmour dans la mini-série 50 nuances de grec. Donc le gars, il est aussi un petit peu dans le ciné. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ce gars-là? En 2017, il figure en 7e place du classement du journal Le Parisien des personnalités les plus influentes. En septembre 2017, il co-anime quelques émissions du magazine de la santé sur France 5. Donc c'est un spécialiste des plateaux finalement. Chroniqueur pour le magazine de santé jusqu'en 2018 et actuellement pour Ciné Mensuel qui l'a rejoint, blablabla. Donc en gros, c'est un médecin qui se trouve, parce qu'il y a eu aussi un autre attentat en 2015 où il était aussi présent. D'accord? Donc il se trouve que ce gars-là, il est présent dans tous les attentats importants qu'ils ont lieu à gauche et à droite en France. Et ce gars-là, à chaque fois le même rôle. Pareil pour Charlie Hebdo, il est allé pleurer sur les chaumières et dire « Oh là là, c'était comme ci et c'était comme ça » et choquer le public et apporter les éléments marquants, on va dire. Ceux qui sont là pour manipuler l'opinion publique. C'est suspect quand même. C'est suspect. C'est plus que suspect. Là, c'est très sus et très paix, je dirais. Mais... Alors, à l'époque de Charlie Hebdo, il avait joué le même rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, celui du premier arrivé qui fait flipper les gens en donnant des détails inutiles lors de ses nombreuses interviews. Donc, on va jeter un coup d'œil à ce site internet qui parle de lui. Donc, comment se reconstruire après un attentat. Le témoignage de Patrick Pollux. Ça, c'est un détail important parce que si c'était un vrai médecin, d'accord, qui aurait vécu un attentat, si là, à nouveau, il vit encore un attentat, il est le premier arrivé sur des lieux, le gars là, il n'aurait pas eu la tête qu'il a eue dans le reportage. Dans le reportage, il avait une tête genre « Ouais, parce que j'en ai venu et parce que... » Non. Si c'était un vrai humain qui n'était pas en train de se foutre de la gueule des gens, il aurait un comportement différent.
Alors, Patrick Pelux, bien connu du monde hospitalier en tant que président de l'Association de médecins urgentistes de France, a été pendant plusieurs années chroniqueur pour l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Un truc en plus. Donc, ce gars-là, c'est le type à de nombreux visages. Vraiment. Le médecin raconte comment il a senti alors... non, c'est là. Lorsqu'un ami du journal l'appelle pour l'alerter de la tuerie qui vient de se produire, les participants à cette réunion se précipitent sur les lieux. En montant les escaliers, plus j'avançais, plus je voyais du sang. Là, il dit il y avait du sang partout. De plus en plus, partout. Ah ben, il a dit là aussi. La porte du journal s'ouvre. J'entre. C'est fini. À l'instant T, je sais, d'un coup, l'horreur. Ouais, ce gars-là, il se fout de la gueule des gens. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Il sort tous les mots-clés de manipulation et toutes ces choses-là, donc j'y crois pas une seule seconde. Il est clair que ce médecin n'est pas n'importe qui, et les probabilités que ces faits soient réels et qu'il ne soit pas en train de mentir sont très faibles. Cet individu semble être un fil rouge à lui tout seul. Qui sera intéressé de tirer dessus pour voir ses liens avec la DGSI et les autres services aux activités obscures? S'il y a des soldats digitaux qui veulent faire un bon travail, je vous donne une piste. Là, cherchez qui est ce gars-là. Cherchez qui est ce gars-là et mettez-le en dessous du post de cet article-là. Essayons de trouver des informations sur lui. Parce que c'est un gars plus qu'étrange. Il est régulièrement impliqué. Dès qu'il y a un attentat, pouf, il y a son nom qui sort. Donc c'est... voilà. Alors, de l'autre côté, on a le terroriste. Le terroriste. On va lire quelques informations, mais c'est quand même important. La mère de l'assaillant, un franco-iranien de 26 ans, avait fait remonter aux autorités qu'elle s'inquiétait pour son fils qui se repliait sur lui-même. Ouh, phrase qu'ils utilisent aussi pour les complotistes. Il faut faire attention à ce genre de détails. Donc, Armand Rajambour était fiché pour radicalisation islamiste après avoir été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme à la suite d'un projet d'action violente en 2016 dans le quartier d'affaires de la Défense. Donc le gars, il avait été condamné à plusieurs années de prison pour un truc qu'il n'avait pas encore fait. Ça aussi, c'est un détail important. Ce sont des détails du langage et de ce qu'ils essayent de mettre dans la tête des gens. Il faut faire très attention à tous les détails. L'islamiste radical qui a tué un jeune touriste germano-philippin et blessé 2 autres personnes à proximité de la tour a fait allégeance au groupe État islamique dans une vidéo avant son passage à l'acte, a indiqué dimanche le procureur antiterroriste. S'exprimant en langue arabe dans cette vidéo, Armand Rajab, un franco-iranien de 26 ans, a apporté son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones. Cette vidéo était notamment mise en ligne sur son compte X parce que évidemment il faut impliquer Twitter pour commencer à se plaindre du coup de la radicalisation dans les réseaux sociaux et trouver des excuses pour essayer de fermer le seul espace qui permet la liberté d'expression. C'est quand même attention, cet attentat il a beaucoup de façades. Donc ouvert début octobre et qui comportait, le gars il ouvre un compte début octobre. Il publie ça, il fait son attentat. Genre, ça sent pas du tout le coup préparé qui pue et qui sera utilisé pour attaquer X derrière. Donc voilà, ouvert début octobre et qui comportait de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza et plus généralement la Palestine. Vous voyez, hop, on rejoint ce que disait Nicolas tout à l'heure. Forcément, c'est lié. Il y a des personnes, je vous dis, qui sont en train d'essayer de faire tout ce qu'il est à leur possible pour empêcher les chrétiens et les musulmans de se mettre ensemble, parce que s'ils le font, ça va... J'ai une expression là, mais je ne veux pas le dire, mais c'est un rapport avec du caca et des bulles. Voilà. Alors, ajoutons à tout ceci qu'il était atteint de troubles psychiatriques et il se trouve qu'il avait des liens avec d'autres terroristes. Attentat à coup de couteau de Paris, l'assaillant était en lien avec les assassins de Samuel Paty et du père Hamel. Donc, d'un côté, tu as un médecin qui était présent dans d'autres attentats
du passé qui avait joué un rôle central sur ça et qui était aussi proche du président. De l'autre côté, enfin proche du président, il avait la capacité de l'appeler, c'est pas donné à tout le monde, on est d'accord. Bon. De l'autre côté, on a un terroriste qui connaissait d'autres terroristes. Et ce terroriste-là, un petit détail important, le jeune homme né en 1997 avait déjà été condamné auparavant pour une infraction terroriste. L'enquête a été confiée à la direction régionale de la police judiciaire de Paris en collaboration avec la DGSI. DGSI que si on ouvre cet article-là et on lit plus en détail, le suivait de près. Alors, est-ce qu'il le suivait de près ou est-ce qu'il travaillait avec? Ça, c'est une question. Là, je pose des questions, encore une fois. Je ne dis rien, je pose des questions. Et les questions, elles sont quand même assez perturbantes. Tu as le médecin qui a des liens avec d'autres attentats. C'est étrange. Tu as un terroriste qui a des liens avec d'autres terroristes qui font la même chose, qui a priori étaient des individus un petit peu... ce n'étaient pas des groupes organisés. Ça sent, vous voyez un petit peu, ça sent mauvais là. Rappelons-nous juste, ajoutons ce petit détail-là pour comprendre pourquoi je parle de ça. Rappelons-nous de l'affaire Mohamed Merah. En effet, quand la fumée médiatique s'est calmée après ces attaques contre l'école juive, je ne sais pas quoi, on a appris que ce terroriste travaillait en réalité avec les services de renseignement français. Détail important à garder dans un coin. D'accord, c'est hyper important. Mohamed Merah, il s'est avéré par la suite que il travaillait avec les renseignements. Les renseignements essayaient, ils étaient proches. À la fin, il leur a dit vous m'avez trahi ou je sais pas quoi. Donc, ce ne sont pas des théories de complot ou quoi que ce soit, ce sont des choses avérées. Donc, quand vous prenez ça, vous avez un terroriste qui était copain avec les renseignements. Vous avez ici un terroriste qui connaissait d'autres terroristes et qui était suivi par les renseignements. Tu peux te dire, bon, peut-être qu'ils n'étaient pas suivis, peut-être qu'ils étaient juste proches et voilà, parce que le mec, trouble psychologique, déjà fait des trucs, fiché SPT, je sais pas quoi là, terrorisme, et en liberté, il n'y a personne qui garde un œil sur lui. Bref, et de l'autre côté, on a le super médecin, sauveur contre les terroristes, etc., qui voit du sang partout. Donc, et qui est impliqué à d'autres attentats terroristes. Bon, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé des attentats de, comment ça s'appelle là? Ah, du concert Bataclan. C'est pareil, il y avait des policiers qui étaient là pour Manuel Valls un peu plus loin et ils sont allés intervenir, ils ont reçu l'ordre de sortir, de ne pas intervenir. Ça n'a toujours pas été clarifié, ça. On en a parlé il y a 2-3 lives, je crois. Donc, quand il y a des attentats comme ça, il faut regarder un petit peu avec de la distance, ne pas réagir sous le coup de l'émotion parce que il y a anguille sous roche, et une grosse anguille. On commence à voir la queue qui bouge là. Donc, nous avons un médecin qui est tout sauf un médecin, qui est capable de contacter le président directement. Nous avons aussi un terroriste qui connaissait aussi d'autres terroristes avec lesquels il avait été au courant. Enfin, voilà, il se connaissait quoi. En ajoutant l'info sur la collaboration Merah renseignement français, on peut commencer à avoir une image dérangeante qui se forme. Oui. Mais qui profite du crime? Qui profite du crime? Alors, ce qui est fou, c'est que les terroristes terrorisent le peuple et que la réaction du gouvernement est de punir le peuple en enlevant des libertés individuelles. Donc, on dirait, si on regarde la situation, que terroristes et gouvernement, ils sont dans le même camp. Parce que le terroriste commet un truc et le peuple subit les conséquences, hein, soit parce qu'il est victime de l'attentat, soit parce qu'il est terrorisé, entre guillemets. Et le gouvernement, quelle est sa réaction? Ce n'est pas d'attaquer le terrorisme. Ils enlèvent des libertés individuelles aux gens. Donc tu te dis, mais attends une minute, finalement, les terroristes travaillent pour qui? On dirait qu'ils bossent avec le gouvernement pour enlever les libertés individuelles. Si on regarde de loin, on pourrait se poser cette question-là, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Et là, c'est pareil. Écoutez un petit peu le niveau de bêtise. Gardons un œil sur la suite, car ce n'est pas encore clair si l'idée derrière, c'était d'imposer un QR code pour accéder à certaines zones, ou s'ils veulent utiliser ces attentats pour désactiver les fichiers S.
d'accord? Parce que justement, l'idée qui sort, c'est pourquoi la personne n'a pas été arrêtée s'il était fiché S? Parce que moi aussi, je suis fiché S, en fait. Simplement parce que je ne suis pas la rhétorique, parce que je fais ce que je fais avec les émissions, je suis fiché S. Donc concrètement, dire il faut mettre les fichiers S en prison, c'est dire à cause d'un malade mental qui a fait une connerie avec un couteau, il faut que moi j'aille en prison. C'est quoi la logique en fait? Donc est-ce que c'est cette histoire, ou est-ce qu'ils veulent juste désactiver X et utiliser ça pour dire la radicalisation en ligne, il faut désactiver X, etc. Comprenez que la guerre de l'information la gagne et ils sont en train de perdre. Donc là, ils sont en train de prendre des mesures extrêmes parce que c'est foutu pour eux. C'est fini. Alors, je voulais lire ça quand même. Vous savez que cette fois, Tristan Mendez n'a pas tort. L'extrême droite qui va mettre en prison tous les fichiers S, quand elle va découvrir qu'il y a plus de 1300 militants d'extrême droite fichiers S. Parce que, encore une fois, quand il parle d'extrême droite, c'est tout ce qui n'est pas lui, en fait. Voilà. Et tout ce qui n'est pas son patron. Donc, là, pour cette fois, je dirais qu'il n'a pas tort. Moi-même, je suis fiché S sans pour autant être d'aucune extrême, ni droite ni gauche. Donc, concrètement, à cause d'un psychopathe qui sort d'on ne sait pas où, je devrais aller en prison? C'est stupide, on est d'accord. Le problème est ailleurs. Pourquoi des gens comme moi sont mis dans le même tiroir que des radicaux dangereux dérangés mentalement? Veulent-ils mettre en prison des gens comme moi? Ou veulent-ils laisser en liberté les radicaux dangereux dérangés mentalement? Parce qu'il y a ça aussi. Ils les laissent dehors, comme ça ils peuvent continuer à perpétrer des attentats, comme ça le gouvernement peut continuer à enlever des libertés individuelles. La question est sérieuse et doit être prise en compte. Tous ceux qui résistent au narratif et qui font du bon travail dans la guerre d'information sont fichés S, clairement. C'est important de se le rappeler. Dans tous les cas, une chose est certaine, il y a une très grosse différence entre la vérité et les bêtises qu'on nous bassinent du matin au soir pour nous stresser et nous faire peur.